Je m'appelle Christian Owens. J'ai 34 ans et il y a 3 semaines, ma mère m'a envoyé un message texte qui a finalement brisé le dernier fil qui retenait notre relation. Christian, ton père et moi avons discuté de la fête d'anniversaire. Nous pensons qu'il est préférable que tu n'y assistes pas. La liste des invités est exclusivement composée de juges de la haute société, d'investisseurs, de partenaires du cabinet. Nous ne voulons pas que tu te sentes déplacé et franchement, nous ne voulons expliquer ta situation à personne. Prenons des nouvelles après les fêtes. Ma situation, c'est ainsi qu'ils appelaient ma vie. Avant de vous raconter exactement ce qui s'est passé quand j'ai décidé de me présenter quand même et l'onde de choc que cela a provoqué dans le cercle social élitiste de Boston, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Je lis chacun d'eux et cela m'aide à me sentir un peu moins seul dans cette épreuve. J'étais debout au milieu de mon appartement quand ce message est arrivé. Mon appartement ne ressemble pas aux demeures immaculées et stériles où vivent mes parents. Il sent la sueur de bois, l'huile de lin et le vieux papier. Il y a des plans enroulés sur la table à manger, et des échantillons de moulures victoriennes sont empilés sur le sol. J'ai regardé l'écran fissuré de mon téléphone, mon pouce planant au-dessus du bouton de réponse. Mes mains sont rugueuses. Elles ont des callosités sur les paumes et des cicatrices sur les jointures dues à des années de travail du bois et de la pierre. Pour mon père, ses mains sont un signe d'échec. Pour lui, le succès ressemble à une manucure et à un stylo qui coûte plus cher qu'une voiture. Je n'ai pas répondu. J'ai juste jeté le téléphone sur la pile de dessins d'architecture. Vous devez comprendre que ce n'était pas nouveau. Pendant 10 ans, j'ai été le fantôme de la famille Owens. Je suis le fils qui n'est pas allé dans la finance. Je suis le fils qui n'a pas épousé une débutante d'une famille avec une maison d'été dans les Hamptons. J'ai choisi l'architecture et non pas le genre où l'on s'assoit dans une tour de verre pour concevoir d'autres tours de verre. J'ai choisi la préservation historique. Je me glisse dans les entrailles de bâtiments vieux de 200 ans qui pourrissent de l'intérieur et je les sauve. Mon père appelle ça jouer au contractant. Ma mère dit à ses amis que je travaille dans la construction, généralement avec un murmure de pitié, comme si je transportais du ciment pour le salaire minimum. Je me suis dirigé vers la fenêtre. Dans la rue, la vie continuait. Mais dans ma tête, je rejouais une décennie d'exclusion. Pas de photos de cartes de Noël pendant 10 ans. Quand mon frère Julien s'est marié, j'ai été placé à la table numéro 19, près de l'entrée du personnel de cuisine, tandis que Julien se tenait à la table d'honneur, rayonnant dans son smoking sur mesure, levant un verre de champagne qui coûtait $300 la bouteille. Puis mon téléphone a sonné. C'était Julien. Je savais exactement pourquoi il appelait. Il voulait s'assurer que le message de maman était bien passé. Il voulait enfoncer le couteau. « Salut Chris », a dit Julien, il n'a pas attendu de bonjour. Maman m'a dit qu'elle t'avait envoyé le message. Écoute, n'en fais pas toute une histoire, d'accord ? Je n'en fais pas toute une histoire, Julien, ai-je dit, ma voix plus calme que ce que je ressentais. Bien, a-t-il dit. J'entendais le bruit d'un moteur de voiture en arrière-plan. Aigu, agressif, probablement sa Ferrari, ou plutôt la fausse Ferrari qu'il aime garer dans l'allée pour impressionner les voisins. Ça va être un rassemblement de gros bonnets. Le juge Harrison vient. Des gens du conseil d'administration de Goldman Sachs. Il faut juste que tout soit parfait. Tu sais comment tu es. Tu restes dans un coin et tu as l'air de vouloir frapper quelqu'un. Ça gâche l'ambiance. Je n'ai pas assisté à un événement familial depuis 3 ans, Julien. Comment saurais-tu quelle est mon ambiance exactement ? Il a ri. Un son creux et aigu. Continuons sur cette lancée. D'ailleurs, tu ne peux probablement pas te permettre le code vestimentaire. C'est cravate noire stricte, pas cravate noire de magasin de prêt-à-porter masculin. Vraie cravate noire. J'ai regardé la porte du placard de l'autre côté de la pièce. À l'intérieur, suspendu dans une housse à vêtements, se trouvait un smoking de Savile Row à Londres. Je l'avais acheté il y a 2 ans, lorsque j'avais été invité à prendre la parole lors d'une conférence sur la préservation à Vienne. Julien ne le savait pas. Julien ne savait rien de ma vie. Profite bien de la fête, Julien, ai-je dit. J'espère que la Ferrari démarre. C'est une merveille d'ingénierie, Chris. Tu ne comprendrais pas. Reste à tes marteaux. Il a raccroché. Je suis resté là dans le silence de mon appartement. La colère était là. Un œuf froid et dur dans ma poitrine,
Mais il y avait aussi de l'épuisement. J'avais 34 ans, et je les laissais encore me faire sentir comme le petit garçon qui ne savait pas faire des maths assez vite. Je suis entré dans la cuisine et j'ai ouvert une bière. C'était un mardi soir. La fête était dans 3 semaines. Je me suis dit que je m'en fichais. Je me suis dit que je travaillerais tout le week-end. J'avais une échéance à respecter de toute façon, mais mon ordinateur portable a sonné. C'était une notification par email. Je me suis dirigé vers le bureau, balayant une couche de poussière. La ligne d'objet m'a fait arrêter le cœur. Comité de sélection confidentielle de la médaille d'or de l'AIA 2024. Je me suis assis. La chaise a gémi sous mon poids. J'ai cliqué pour ouvrir l'email. Cher Monsieur Owens, c'est mon grand honneur de vous informer que l'Institut américain des architectes vous a sélectionné comme récipiendaire de la médaille d'or 2024 dans la catégorie Voix émergentes. Le comité a été unanime dans sa décision. Votre travail sur la restauration du domaine Whitmore a été cité comme un exemple déterminant de l'excellence en préservation moderne. Je l'ai lu 2 fois, puis 3 fois. La médaille d'or. C'était l'Oscar du monde de l'architecture. C'était la chose que les gens passaient des carrières entières à poursuivre sans jamais l'attraper. Et puis j'ai vu la signature en bas. Margaret Caldwell, directrice exécutive, National Trust for Historic Preservation. Je me suis penché en arrière. Un étrange rire amer s'est échappé de ma gorge. Margaret Caldwell, la femme que mes parents essayaient de rencontrer depuis 5 ans. La femme dont le cercle social était si élitiste que ma mère échangerait un membre pour être invitée à son garden party. Et elle venait de me décerner la plus haute distinction de ma profession. L'ironie était si forte que je pouvais la goûter. Mes parents organisaient une fête pour célébrer leur succès, me bannissant parce que je n'étais pas assez élitiste, tandis que la reine de l'élite venait de me couronner roi. Mais ce n'était pas la plus grande ironie. La plus grande ironie était le lieu. J'ai regardé le message de maman à nouveau. Le domaine Whitmore. Ils avaient choisi le domaine Whitmore pour leur anniversaire. Ils avaient choisi le bâtiment même que j'avais passé les 18 derniers mois de ma vie à sauver. Le bâtiment où je connaissais chaque passage secret, chaque poutre structurelle, chaque défaut et chaque réparation. Ils avaient loué mon chef-d'œuvre pour célébrer mon exclusion. J'ai regardé la date de l'annonce du prix. Elle devait être rendue publique le soir même de leur fête. À 19h30, j'ai bu une gorgée de bière. Le liquide froid n'a pas refroidi le feu qui commençait à brûler dans mes entrailles. Ils pensaient que j'étais un échec. Ils pensaient que j'étais une honte. Ils pensaient que j'étais invisible. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je n'allais pas leur dire. Pas encore. S'ils voulaient un spectacle, s'ils voulaient la haute société, s'ils voulaient la perfection, j'allais leur donner. Mais je n'allais plus être un simple spectateur. Pour comprendre pourquoi cela faisait si mal, il faut comprendre le bâtiment. Et pour comprendre le bâtiment, il faut comprendre les 3 années qui ont précédé cette nuit-là. Le domaine Whitmore n'est pas juste une maison. C'est un manoir historique de 150 ans au cœur du Massachusetts. Il y a 3 ans, c'était une épave. Le toit s'était effondré dans les laies. Le sous-sol était inondé. Des promoteurs tourbillonnaient comme des vautours, attendant le permis de démolition pour pouvoir le raser et construire des condos de luxe. La société historique avait abandonné. Ils n'avaient pas l'argent, mais le National Trust est intervenu à la dernière minute. Ils avaient besoin d'un architecte assez fou pour s'en occuper et assez bon marché pour respecter le budget. C'était moi. Je me souviens de la première fois où je suis entré dans le hall. Il sentait la pourriture et les pigeons morts. Le grand escalier s'affaissait. Le célèbre papier peint à la main s'écaillait par bandes comme de la peau morte. Mais j'ai levé les yeux, au-delà des dégâts d'eau, au-delà de la crasse, et j'ai vu les os. J'ai vu l'âme du lieu. J'ai passé 18 mois à vivre et respirer cette restauration. Je n'ai pas seulement dessiné des plans. J'étais là tous les jours. Il y avait une paire de portes massives en chêne à l'entrée principale. Elles mesuraient 3,6 mètres de haut, en chêne massif scié sur quartier, sculptées de feuilles et de vignes complexes. Elles étaient noires de la suie et du vernis d'un siècle. L'entrepreneur voulait les remplacer par des répliques. Ce serait moins cher, disait-il. J'ai dit, non, j'ai passé 3 semaines sur ces portes moi-même.
J'ai utilisé des cure-dents pour nettoyer les sculptures. J'ai poncé à la main les panneaux plats jusqu'à ce que mes empreintes digitales soient pratiquement effacées. Je me souviens d'être rentré ces nuits-là, les mains en sang, le dos hurlant de douleur, couvert d'une poussière qui ne voulait pas partir. J'ai manqué des dîners de famille. J'ai manqué l'anniversaire de Julien. Non pas que j'étais souvent invité, mais j'ai complètement cessé d'essayer de les contacter. J'étais absorbé. Un après-midi, environ 6 mois après le début du projet, mon père a appelé. C'était rare qu'il appelle. Christian, dit-il, sans bavardage. Ta mère me dit que tu travailles sur une vieille maison au milieu de nulle part. C'est pour ça que tu as fait des études supérieures. Du travail manuel. C'est un projet de préservation, papa, dis-je, tenant le téléphone avec mon épaule pendant que j'inspectais un morceau de moulure. C'est le domaine Whitmore. C'est important. Important? Il a ricané. Tu sais ce qui est important? Un portefeuille, un salaire. Julien vient d'être nommé associé. Il a acheté une maison d'été au vignoble. Ça, c'est important. Tu as 30 ans passés et tu grattes de la peinture. C'est embarrassant. Je ne gratte pas de peinture, papa. Je restaure l'histoire. L'histoire ne paie pas le loyer. Christian grandit. Il a raccroché. Je me souviens avoir regardé le téléphone. Puis avoir regardé la plâtrerie complexe au-dessus de moi. C'était magnifique. C'était durable. C'était réel. Contrairement à l'approbation de mon père, qui était une cible mouvante que je ne pouvais jamais atteindre, j'ai terminé le projet en dessous du budget et en avance sur le calendrier. Quand nous l'avons dévoilé, les gens ont pleuré, littéralement pleuré. Margaret Caldwell était là. C'était une femme de peu de mots, connue pour être terriblement critique. Elle s'est dirigée vers les portes en chêne, mes portes. Elle a passé sa main gantée sur le bois. Elle m'a regardé, ses yeux vifs. Vous avez fait ça? A-t-elle demandé. Oui, madame, ai-je dit. Vous avez conservé le grain original, a-t-elle observé. La plupart des gens l'auraient peint. Le bois avait une histoire à raconter, ai-je dit. Je l'ai juste aidé à parler. Elle a hoché la tête. C'était tout. Juste un hochement de tête. Mais une semaine plus tard, j'ai reçu une note manuscrite d'elle me remerciant pour mon dévouement à la vérité de la structure. Et maintenant, 3 ans plus tard, mes parents avaient loué ce chef-d'œuvre. Je savais exactement pourquoi ils l'avaient choisi. Ce n'était pas parce qu'ils appréciaient l'architecture. C'était parce qu'Architectural Digest venait d'y consacrer un article sans mentionner le nom de l'architecte. Cela était réservé à l'édition du prix. C'était l'endroit hype. Il fallait débourser $50 000 juste pour louer le hall pour la soirée. Il payait $50 000 pour célébrer dans la maison que j'avais construite tout en me disant que je n'étais pas assez bien pour y mettre les pieds. Je suis allé à mon placard et j'ai sorti le vieil album photo que je gardais caché dans une boîte à chaussures. Je l'ai ouvert à une photo d'il y a 10 ans. C'était les dernières vacances en famille que j'avais passées. Nous étions à Aspen. Julien était au premier plan, portant une veste de ski qui coûtait plus cher que ma première voiture. Son bras autour de papa. Maman rayonnait. J'étais en arrière-plan, flou, chargeant les bagages dans le coffre de la voiture de location. J'ai regardé la photo de plus près. J'avais l'air malheureux. J'avais l'air vaincu. J'avais 24 ans alors, tout juste sorti de l'école d'architecture, noyé dans les dettes étudiantes parce que mes parents refusaient de payer des études qu'ils ne respectaient pas. Le MBA de Julien, bien sûr, était entièrement financé. L'héritage est pour ceux qui protègent l'héritage familial, m'avait dit mon père quand j'avais demandé de l'aide pour les frais de scolarité. Tu as choisi un passe-temps. Paie tes propres passe-temps. J'ai fermé l'album. Le passé n'était pas seulement des souvenirs. C'était un grand livre, un bilan de petits affronts et d'insultes. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression que l'équilibre était sur le point de changer. J'ai regardé la date sur ma montre. La fête était ce soir. Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un message de tante Patricia. C'était la sœur de papa, la seule de la famille qui me traitait occasionnellement comme un être humain, bien qu'elle soit terrifiée par mon père. Christian, chéri, tu me manques. Je sais que tu ne peux pas être là ce soir à cause de ta santé, mais je prie pour toi. Rétablis-toi vite.
J'ai fixé l'écran. Ma santé? De quoi parlait-elle? J'ai tapé en retour, mes doigts tremblant légèrement. Tante Pat, qu'est-ce que tu veux dire par ma santé? Sa réponse est venue 3 bulles plus tard. Ta mère nous a parlé de la cure de désintoxication. Elle a dit que tu étais dans un établissement au Vermont pour te faire aider avec ta dépendance. Elle a dit que c'était courageux de ta part d'y aller. Le téléphone est tombé de ma main sur la table à plan. Dépendance. Ils ne m'avaient pas seulement désinvité. Ils avaient assassiné mon personnage. Ils avaient dit à toute la famille élargie et probablement à tous leurs amis de la haute société que j'étais un toxicomane ou un alcoolique enfermé dans un centre de désintoxication. C'était le mensonge parfait. Cela expliquait mon absence. Cela leur valait de la sympathie. Les pauvres parents souffrants qui doivent faire face à la brebis galeuse en difficulté. Cela les faisait paraître nobles de me soutenir tout en s'assurant que personne ne demanderait pourquoi je n'étais pas là. La rage est une chose amusante. Parfois, elle brûle chaud et vite. Mais celle-ci était froide. C'était de la glace. C'était le genre de colère qui aiguise votre vision et ralentit votre rythme cardiaque. Ils voulaient une histoire. Bien. Je leur donnerai une histoire. J'ai regardé le smoking suspendu dans la housse. J'ai regardé la montre Cartier Tank à mon poignet. Un cadeau que je me suis fait après le projet Whitmore, acheté avec le chèque bonus que j'avais gagné. Je n'allais pas rester à la maison. Je n'allais pas me cacher. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro du fleuriste. Puis j'ai appelé le barbier. Puis je suis allé au garage. Mes parents s'attendaient à ce que le fils raté se cache dans la honte. Au lieu de cela, l'architecte rentrait chez lui. Le matin de la fête, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. D'habitude, les événements familiaux me remplissaient d'anxiété. Je m'inquiétais de mes vêtements, de ma voiture, de mes sujets de conversation. Je m'inquiétais de les décevoir. Aujourd'hui, je ne ressentais qu'un objectif froid et déterminé. J'ai passé la matinée à examiner les rapports structurels finaux de mon prochain projet, le manoir du gouverneur. C'était l'autre secret que je gardais. Le National Trust ne me donnait pas seulement un prix. Il me donnait une subvention. 500 000 $ pour diriger la restauration du bâtiment gouvernemental le plus important de l'État. À midi, Margaret Caldwell m'a appelé. Christian. Sa voix était nette comme du champagne sec. Je suppose que je vous verrai ce soir. Mon cœur a manqué un battement. Elle ne savait pas. Ce soir, Margaret, au Whitmore, a-t-elle dit. J'assiste à la fête d'anniversaire des Owens. Horriblement ennuyeux. D'habitude, ces événements mondains, mais Diane Owens harcèle mon bureau depuis des mois pour un poste au conseil d'administration d'une œuvre de bienfaisance. Et comme c'est dans votre bâtiment et que l'annonce est en direct à 19h30, j'ai supposé que vous seriez là. Elle a fait une pause. Margaret était perspicace. Elle a remarqué mon hésitation dans mon silence. Vous êtes lié à eux, n'est-ce pas? Même nom de famille que Wellesley. Oui, ai-je dit. Ce sont mes parents. Eh bien, a-t-elle dit, ce sera une double célébration alors. J'ai hâte d'y être. J'ai quelque chose pour vous. Je serai là, Margaret, ai-je dit, mais faites-moi une faveur. Ne leur dites pas que je viens. Je veux que ce soit une surprise. J'adore les surprises, a-t-elle dit, et j'ai pu entendre le sourire dans sa voix. J'ai raccroché. Maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Margaret m'attendait. À 16h, j'ai commencé à me préparer. J'ai pris une douche, frottant l'odeur de sueur de ma peau, je me suis rasé avec un rasoir droit, prenant mon temps, j'ai enfilé le smoking. Il était bleu nuit avec un revers en satin noir. Il me seyait parfaitement, taillé pour mes larges épaules et les muscles que j'avais développés en soulevant des poutres et des pierres. Je me suis regardé dans le miroir. Je ne ressemblais plus au fil à problème. Je ressemblais à un homme qui maîtrisait la pièce. Mon téléphone a vibré. C'était Julian à nouveau. Juste un rappel. Reste loin. Nous avons de la sécurité à l'entrée. Ne te ridiculise pas. Je n'ai pas répondu. Je suis descendu au garage de mon immeuble. La plupart des gens de mon quartier conduisaient des Honda ou des Toyota. Mais dans le coin, sous une housse en toile sur mesure, se trouvaient ma fierté et ma joie.
Ce n'était pas une Ferrari. Ce n'était pas une Lamborghini. C'était une Porsche 911 SCA de 1978. Noir sur noir. J'avais acheté le châssis pour $5000 dans une casse il y a 6 ans. C'était une carcasse rouillée. Mon père l'avait vue une fois et avait ri. Une autre pièce de Kaamelott pour ta collection, avait-il dit. J'avais passé tous les week-ends pendant 5 ans à la restaurer. J'avais reconstruit le moteur moi-même. J'avais trouvé du cuir d'origine pour les sièges en Allemagne. J'avais sablé la carrosserie et l'avais peinte à la main dans une cabine sans poussière que j'avais construite dans le garage. Elle était impeccable. C'était une machine avec une âme. Elle valait plus maintenant que la fausse Ferrari de Julian, mais seulement pour les gens qui savaient ce qu'ils regardaient. J'ai retiré la housse. La peinture noire brillait sous les lumières fluorescentes. J'ai tourné la clé. Le moteur refroidi par air a rugi, produisant ce cliquetis mécanique distinctif qui me sonnait comme de la musique. J'ai reculé hors du garage et j'ai pris la route. Le trajet jusqu'au domaine Whitmore a duré 45 minutes. J'ai pris les petites routes, serpentant à travers les tunnels d'arbres qui commençaient juste à prendre des teintes oranges pour l'automne. J'ai conduit avec les fenêtres baissées, laissant l'air frais me frapper le visage. J'ai pensé au mensonge de la cure de désintoxication. C'était si calculé. C'était une attaque préventive. Il savait que si les gens demandaient « Où est Christian ?», la réponse « Nous ne l'avons pas invité parce que c'est un charpentier », les ferait passer pour des snobs. Mais, il est en cure de désintoxication, les faisait passer pour des saints. C'était cruel et ça allait leur coûter tout. J'ai pensé aux rumeurs de divorce autour de Julian. Tante Patricia l'avait laissé entendre. Julian et sa femme Elena étaient le couple parfait sur Instagram, mais on disait que Julian avait dilapidé le fonds d'études supérieures de leurs enfants dans des investissements crypto risqués. Elena était furieuse. Elle ne restait que pour les apparences. Toute la famille était un château de cartes, une belle façade avec des poutres pourries en dessous, et j'étais l'inspecteur venu condamner le bâtiment. J'ai tourné dans la longue allée de gravier du domaine Whitmore. La sécurité était effectivement à l'entrée. Un homme costaud en gilet jaune a levé la main. J'ai baissé la vitre, le moteur tournait au ralenti avec un ronronnement profond et guttural. « Non » demanda le garde, regardant son presse-papier. « Christian Owens », ai-je dit. Il a scanné la liste. Il a froncé les sourcils. « Je ne vois pas de Christian Owens sur la liste des invités, monsieur. » « Vérifiez sous aux familles », ai-je dit. « Ou sous architecte d'enregistrement du lieu. » Il m'a regardé puis la voiture. La voiture le déconcertait. Ce n'était pas la voiture d'un intrus. C'était la voiture d'un connaisseur. Un instant, dit-il. Il a contacté la maison par radio. J'ai un Christian Owens ici. Il y a eu un grésillement statique. Puis une voix que je ne reconnaissais pas, laissez-le entrer. Madame Caldwell le demande. Le garde a eu l'air surpris. Il a reculé et m'a fait signe de passer. Margaret. Elle avait déjà commencé son travail. J'ai passé la première vitesse et j'ai remonté la longue avenue bordée d'arbres. Et puis elle était là, le domaine Whitmore. Elle était illuminée comme un écrin à bijoux. Une lumière dorée chaude débordait des fenêtres du sol au plafond. La façade en calcaire, que j'avais nettoyée avec des brosses à dents, brillait de blanc contre le ciel nocturne. C'était à couper le souffle. J'ai garé ma Porsche vintage au premier rang, coincée entre une Rolls-Royce Phantom argentée et une Ferrari rouge vif, celle de Julian. Ma voiture semblait plus petite, plus basse et infiniment plus cool. Elle ressemblait à un prédateur se reposant parmi le bétail. Je suis sorti. Le gravier a craqué sous mes chaussures de ville. J'ai boutonné ma veste. J'ai vérifié mes poignets. Je me suis dirigé vers les massives portes en chêne. Mes portes. La dernière fois que j'étais ici, je portais des bottes de travail et j'étais couvert de sueur. Ce soir, j'entrais en tant que médaillé d'or. J'ai posé ma main sur la poignée en laiton. Une poignée que j'avais polie moi-même et j'ai poussé. Les portes se sont ouvertes. Le son d'un quatuor à cordes et le murmure d'une centaine de voix riches m'ont envahi. Il était temps d'affronter la musique. Le hall du domaine Whitmore est conçu pour impressionner. Il a un plafond de 9 mètres de haut, un double escalier qui courbe comme un ruban et un lustre en cristal qui pèse autant qu'une petite voiture. Quand je suis entré, la première chose que j'ai remarquée, c'était l'odeur. Parfum cher, argent ancien,
et la légère odeur sous-jacente de cire d'abeille. Mon cirage. La fête battait son plein. Il y avait environ 150 invités, des hommes en smoking, des femmes en robe qui coûtaient plus qu'une année de mes paiements hypothécaires. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et de hors-d'œuvre. Je me suis tenu en haut du petit escalier menant au hall principal. Pendant un instant, personne ne m'a remarqué. Ils étaient trop occupés à admirer l'architecture. Regardez cette moulure, j'ai entendu une femme dire à ma gauche. C'est exquis. Diane a un tel œil pour les lieux. J'ai entendu dire que la restauration a coûté 12 millions de dollars, a répondu son mari. Chaque centime en valait la peine. Qui était l'architecte? Une firme de New York? Je parie. J'ai souri intérieurement. Puis je les ai vus. Mes parents se tenaient près de la cheminée, faisant la cour. Mon père avait l'air raide dans son smoking, un scotch à la main. Ma mère portait une robe argentée, riant un peu trop fort à quelque chose que le juge Harrison disait. Julian était à proximité, l'air anxieux et nerveux, jetant un coup d'œil à son téléphone. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à descendre les escaliers. Le son de mes chaussures sur le marbre était rythmé, délibéré. La première personne à me repérer fut Elena, la femme de Julian. Elle se tenait près du bar, l'air misérable. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle me vit. Elle a poussé Julian. Julian a levé les yeux. Sa mâchoire s'est littéralement décrochée. Il a murmuré quelque chose à ma mère. Elle s'est retournée. Le verre de champagne dans sa main a basculé. J'ai regardé presque au ralenti la flûte glisser de ses doigts. Elle a frappé le sol en marbre avec un fracas qui a coupé la conversation comme un coup de feu. La pièce est devenue silencieuse. Le quatuor à cordes s'est estompé. Tous les regards se sont tournés vers la source du bruit, puis ont suivi le regard terrifié de ma mère vers moi. Je ne me suis pas arrêté. Je me suis dirigé droit vers eux. La foule s'est écartée pour moi. J'étais plus grand que mon père, plus large que Julian. À ce moment-là, la dynamique a changé physiquement. Christian, ma mère a sifflé, le visage pâle. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle a regardé autour d'elle frénétiquement, comme si elle s'attendait à ce que des hommes en blouse blanche viennent me chasser avec un filet. Bonjour, mère, ai-je dit, ma voix projetant clairement dans la pièce silencieuse. Bonjour, papa. Julian. Tu ne devrais pas être ici, a dit mon père, s'avançant, essayant d'utiliser sa voix d'intimidation de salle de réunion, mais elle s'est brisée. On nous a dit que tu n'étais pas disponible. En cure de désintoxication, ai-je demandé. C'est le mot que tu cherches? Un halètement a traversé les invités proches. Baisse la voix, a claqué Julian, s'interposant. Tu fais une scène. Tu es ivre, n'est-ce pas? Retourne à ta voiture avant que j'appelle la sécurité. Je ne suis pas ivre, Julian, et je ne suis pas en cure de désintoxication. J'ai regardé tante Patricia, qui se tenait derrière eux, l'air confus et blessé. Je ne l'ai jamais été. J'étais au travail. Au travail? Ma mère a ri. Un son aigu et nerveux. Oh, Christian, s'il te plaît, ne nous embarrasse pas avec tes petites histoires de construction. Pas ce soir. C'est une célébration pour des gens sérieux. Diane, le juge Harrison a interrompu. C'était un homme imposant aux cheveux argentés. C'est votre fils? Celui que vous avez dit indisposé. Il l'est, ma mère a dit rapidement. Il a une crise. Il délire. Nous devons le faire sortir. Elle a tendu la main vers mon bras pour me repousser. Je n'ai pas bougé. Je suis resté immobile comme une statue. Je ne délire pas, mère, ai-je dit. J'ai regardé autour de la pièce, établissant un contact visuel avec les invités. J'admire juste le lieu. Ça a bien marché, n'est-ce pas? C'est un bâtiment magnifique, a dit le juge Harrison, me regardant curieusement. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Tout, ai-je dit. Mon père s'est avancé pour me bloquer. Ça suffit. Sors maintenant. Pourquoi, papa, ai-je demandé. As-tu peur que je salisse les meubles? Ou as-tu peur que je leur dise la vérité? Il n'y a pas de vérité, ma mère a crié, perdant complètement son sang-froid. Tu es un échec, Christian. Tu es un ouvrier manuel qui joue avec des marteaux pendant que ton frère dirige une entreprise.
Nous ne t'avons pas invité parce que tu ne cadres pas. Regarde ces gens. Regarde cette pièce. Tu n'as pas ta place ici. La cruauté de ses paroles planait dans l'air. Elle avait dit tout haut ce qu'elle pensait tout bas. Je l'ai regardé. Je n'ai pas ressenti la piqûre que j'attendais. J'ai juste ressenti de la pitié. Tu as raison, maman, ai-je dit doucement. Je n'appartiens pas à votre monde, mais vous êtes dans le mien. Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix a retenti dans la pièce depuis l'entrée. En fait, Diane, je crois qu'il a sa place ici plus que quiconque. Tout le monde s'est retourné. Margaret Caldwell était là. Elle portait une robe en velours noir et tenait un microphone qu'elle avait pris sur l'estrade du groupe. Elle s'est dirigée vers nous, ses talons claquant sur le sol. Elle n'a pas regardé mes parents. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Margaret, ma mère a balbutié, son masque social essayant de se reconstituer. Je suis tellement désolé. Mon fils, c'est votre fils, a dit Margaret, sa voix amplifiée par les haut-parleurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici ce soir. Mon père a eu l'air confus. De quoi parlez-vous? Margaret s'est arrêtée à côté de moi. Elle a posé une main sur mon épaule. Mesdames et messieurs, a-t-elle dit, s'adressant à la salle. Veuillez excuser l'interruption, mais le moment est parfait. Il est 19h30. Elle a sorti une enveloppe de sa pochette. Beaucoup d'entre vous ont admiré la restauration du domaine Whitmore ce soir. Vous avez demandé qui était responsable d'avoir sauvé ce monument historique de la démolition. L'architecte officiel a gardé son identité secrète, préférant que le travail parle de lui-même. Mais ce soir, l'Institut américain des architectes a décidé de parler pour lui. Elle a ouvert l'enveloppe. Ma mère a cessé de respirer. Julian avait l'air de vouloir vomir. Je suis fier d'annoncer, a dit Margaret, que le lauréat de la médaille d'or de l'AIA 2024 pour l'excellence en préservation historique est Monsieur Christian Owens. Elle m'a tendu la lettre et elle a ajouté en regardant directement mon père. C'est l'architecte principal qui a restauré ce bâtiment. Chaque poutre, chaque porte, chaque fenêtre, c'est sa maison. Le silence qui a suivi était absolu. Ce n'était pas seulement silencieux. C'était un vide. L'air avait été aspiré de la pièce. Puis les téléphones ont commencé à s'allumer. Ding, buzz, chirp. Les alertes de notification ont traversé la foule comme une vague. Les gens vérifiaient les nouvelles. L'article d'Architectural Digest venait d'être publié. Je pouvais voir les écrans briller dans la pénombre. Ils regardaient l'article. Ils regardaient ma photo, debout là où j'étais maintenant, mais en vêtements de travail, tenant un plan, l'air confiant et fort. Mon Dieu, a murmuré quelqu'un. C'est lui. Le visage de mon père a pris une couleur que je n'avais jamais vue auparavant. Un mélange de gris et de violet. Il a regardé Margaret, puis moi, puis la pièce. C'était un homme qui calculait la valeur en quelques secondes, et il venait de réaliser qu'il avait tout mal calculé pendant 30 ans. Christian, il a étouffé. Toi tu as fait ça. J'ai essayé de te le dire, papa, ai-je dit, il y a 3 ans, tu m'as dit que je jouais à l'entrepreneur. Tu m'as dit de trouver un vrai travail. Je ne savais pas, a-t-il balbutié. Tu n'as pas demandé, ai-je dit. Mais la cure de désintoxication, ma mère a murmuré, serrant ses perles. L'histoire de l'ouvrier du bâtiment. Des mensonges, ai-je dit. Des mensonges que vous avez racontés pour vous sentir mieux en ayant honte de moi. Julian s'est avancé, son visage tordu en un rictus. Il ne pouvait pas le supporter. Les projecteurs n'étaient plus sur lui. Le frère raté était le héros. Et alors, a-t-il craché. Alors tu as réparé une vieille maison. Et alors? Tu es toujours fauché. Tu conduis toujours cette vieille bagnole. Tu n'es toujours personne. Margaret Caldwell s'est tournée vers Julian. Son expression aurait pu glacer l'eau. Monsieur Owens, a-t-elle dit, sa voix pleine de dédain. La médaille d'or de l'AIA s'accompagne d'un prestige considérable. Mais peut-être comprenez-vous mieux les chiffres. Le National Trust vient d'accorder à Christian une subvention de 500 000 $ pour diriger la restauration du manoir du gouverneur. Ses honoraires pour le projet sont à eux seuls le double de votre salaire annuel. Elle a fait une pause pour l'effet. Et concernant sa voiture, j'ai vu la Porsche 911 SC Vintage garée à l'extérieur. Si c'est de la camelote,
alors je suppose que ma collection ne vaut rien non plus. C'est un chef-d'œuvre. Julian avait l'air d'avoir été giflé. Tante Patricia s'est avancée de la foule. Elle pleurait. Christian, tu n'es pas malade. Non, tante Pat, ai-je dit doucement. Je vais bien. J'ai toujours été bien. Elle s'est tournée vers ma mère. Diane, comment as-tu pu? Tu m'as dit qu'il était drogué. J'ai allumé des bougies pour lui à l'église. Tu nous as fait le pleurer pendant qu'il était ici à gagner des médailles. C'était un malentendu. Ma mère a essayé de faire marche arrière, mais les murs se refermaient. Le juge Harrison s'est raclé la gorge. Il s'est approché de mon père. Richard, dit-il, vous m'avez invité ici ce soir pour discuter de la fusion. Vous m'avez dit que vos valeurs familiales étaient le fondement de votre succès. Vous m'avez dit que vous étiez fier de vos enfants. Je le suis, mon père a dit rapidement. Écoutez, Christian, vous avez menti. Le juge l'a coupé. Vous avez menti sur la santé de votre fils. Vous avez menti sur sa carrière. Vous vous êtes tenu ici dans un bâtiment qu'il a construit et vous l'avez raillé. Si vous traitez votre propre sang de cette façon, comment traitez-vous vos partenaires? Juge, s'il vous plaît. Mon père a plaidé. La fusion est annulée, a dit le juge Harrison. Et ne vous embêtez pas à venir au club de golf dimanche. Je pense que vous constaterez que votre adhésion est en cours d'examen. Il s'est tourné vers moi et m'a tendu la main. Monsieur Owens, un honneur. Ce bâtiment est magnifique. J'ai serré sa main. Merci, juge. Les vannes se sont ouvertes. Les invités, réalisant que la dynamique de pouvoir avait changé, ont abandonné mes parents. Ils m'ont envahi. Monsieur Owens, félicitations, Christian. Je dois vous parler de ma maison d'été à Nantucket. Puis-je voir la médaille? J'étais entouré de poignées de main et de flashs d'appareils photo. J'ai regardé par-dessus les épaules de la foule. Mes parents se tenaient seuls près de la cheminée. Personne ne leur parlait. Ils avaient l'air petits. Ils avaient l'air vieux. Julian se versait un verre d'une main tremblante. J'ai senti une main sur mon bras. C'était Margaret. Bien joué, a-t-elle murmuré. Je pense que vous avez fait votre preuve. Merci, Margaret, ai-je dit, pour tout. Vous l'avez mérité, Christian. Le talent ne peut pas être caché éternellement. Il trouve toujours la lumière. J'ai regardé mes parents une dernière fois. Ma mère pleurait maintenant, mais ce n'étaient pas les faux pleurs qu'elle utilisait pour obtenir ce qu'elle voulait. C'étaient de vraies larmes d'humiliation. Mon père regardait le sol, un homme brisé. J'ai réalisé alors que je n'avais pas besoin de leurs excuses. Je n'avais pas besoin de leur validation. Je les avais dépassés. La fête ne s'est pas terminée. Elle a juste muté. La célébration de l'anniversaire de mes parents est morte au moment où le juge est parti. Mais la célébration de mon prix ne faisait que commencer. J'ai essayé de partir. J'avais fait ma preuve, mais alors que je me dirigeais vers la porte, Julian a bloqué mon chemin. Il avait beaucoup bu dans les 20 minutes qui avaient suivi l'annonce. Son visage était rouge. Sa cravate de travers. Tu crois que tu es spécial, a-t-il marmonné. Tu crois que parce que tu as réparé quelques fenêtres, tu es meilleur que moi. Pousse-toi, Julian, ai-je dit calmement. Non, a-t-il crié. Les gens se sont retournés à nouveau. Tu as ruiné cette soirée. Tu as tout ruiné. Papa va perdre la fusion à cause de toi. Papa a perdu la fusion parce que c'est un menteur, ai-je dit. Et parce qu'il a élevé un fils qui ne sait pas quand se taire. J'ai plus d'argent dans ma montre que toi dans ton compte en banque. Julian a crié. Il a attrapé mon revers. C'était une erreur. J'ai attrapé son poignet. Ma prise, renforcée par des années à soulever des poutres de chêne et des blocs de pierre, était comme un étau. J'ai serré. Julian a halté et est tombé à genoux. Lâche-moi, a-t-il gémi. Julian? C'était Elena, sa femme. Elle s'est avancée, mais elle ne venait pas le sauver. Elle avait l'air furieuse. Arrête, Julian, a-t-elle crié. Arrête de nous humilier. Il m'a agressé. Julian a pleuré, regardant ses parents à l'aide, mais ils étaient trop sous le choc pour bouger. Il ne t'a pas touché, a dit Elena. Tu es un ivrogne et un fraudeur.
Elle s'est tournée vers la foule, les yeux écarquillés. La façade de l'enfant prodige parfait était sur le point de se fissurer grandement. « Tu veux parler d'argent, Julian ?» a-t-elle crié. « Dis-leur. Dis-leur pour le fonds d'études. » Elena. « Tais-toi. » Julian a sifflé, la panique remplaçant la colère dans ses yeux. « Non » a-t-elle crié. « Mes parents ont créé un fonds pour nos jumeaux. 200 000 $. Il a disparu. Il a tout dépensé en crypto et en paris sportifs. Il a tout perdu. » Des halètements ont de nouveau résonné dans le hall. C'était le coup de grâce. Et la Ferrari. Elena a montré l'allée. Elle est louée et le loyer est en retard de 2 mois. Les agents de recouvrement ont appelé la maison hier. Mon père s'est avancé, le visage gris. Julian, est-ce vrai? Le fonds d'études. Julian a baissé les yeux, vaincu. Je voulais le récupérer. J'avais juste besoin d'un prêt relais. Papa, si tu pouvais juste, ne lui demande pas d'argent. Elena a ri amèrement. Il a hypothéqué la maison d'été pour payer cette fête. Le saviez-vous? Ils sont à court d'argent. Ils ne sont que du spectacle. La pièce tournait. Les secrets se déversaient comme du sang d'une artère coupée. Mes parents n'étaient pas seulement méchants. Ils étaient fauchés. Ils se noyaient dans les dettes pour maintenir une image de richesse. Alors que moi, l'échec, j'étais le seul à construire une vraie équité. J'ai regardé ma famille. Le père qui a hypothéqué une maison pour une fête. La mère qui a menti sur la dépendance de son fils pour sauver les apparences. Le frère qui a volé ses propres enfants. J'ai ressenti un profond sentiment de dégoût. Je m'en vais, a dit Elena. Elle a retiré son alliance et l'a jetée sur Julian. Elle a rebondi sur sa poitrine et a roulé sur le sol en marbre, le sol que j'avais poli. J'emmène les enfants chez ma mère. Ne nous suivez pas, elle est sortie en trombe. Julian était assis par terre, sanglotant. Ma mère hyperventilait sur une chaise. Mon père regardait au loin, voyant son héritage réduit en cendres. Je me suis dirigé vers mon père. « Papa » ai-je dit. Il a levé les yeux. Ses yeux étaient vides. « Christian, je ne t'excuse pas » ai-je dit. « Tu ne le penses pas. Tu es seulement désolé d'avoir été pris. » J'ai regardé ma mère. J'espère que la fête en valait la peine. Je me suis retourné et me suis dirigé vers la porte. Margaret m'attendait. « Ça va » a-t-elle demandé. « Ça ira » ai-je dit. « J'ai du travail à faire demain. » Le manoir du gouverneur ne se restaurera pas tout seul, elle a souri. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Le voiturier a ramené ma Porsche. Le moteur a rugi, un son profond et puissant qui a secoué le sol. J'ai vu le camion de la fourrière entrer dans l'allée au moment où je partais. Il venait chercher la Ferrari de Julian. J'ai passé la vitesse et je suis parti. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Il n'y avait rien à voir là-bas. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit au domaine Whitmore. La vie a une façon de se réorganiser très rapidement lorsque la vérité éclate. Je me tiens actuellement sur l'échafaudage du manoir du gouverneur. Le vent est froid ici, mais la vue est incroyable. Je peux voir toute la ville de Boston. J'ai une équipe de 40 hommes et femmes qui travaillent sous ma direction. Ils ne m'appellent pas le petit entrepreneur. Ils m'appellent chef ou Monsieur Owens. La médaille d'or de l'AIA trône sur mon bureau dans mon nouveau bureau. Elle attire les clients, bien sûr, mais la vraie récompense est le travail. J'ai une liste d'attente de 2 ans pour les projets de restauration. Le monde de mes parents, en revanche, s'est complètement effondré. Les retombées de la fête ont été rapides. Le juge Harrison ne bluffait pas. Le cabinet de mon père a perdu la fusion. Puis l'audit a commencé. Il s'avère que mon père avait déplacé de l'argent pour couvrir les pertes de Julian. Ce n'était pas techniquement illégal, mais c'était suffisamment contraire à l'éthique pour le forcer à prendre une retraite anticipée. Ils ont vendu la maison à Wellesley. Ils ont déménagé dans un appartement en banlieue moins cher. Julian est maintenant en cure de désintoxication pour l'alcool. Elena a divorcé de lui. Elle a obtenu la garde complète des enfants. J'ai mis en place un nouveau fonds d'éducation pour ma nièce et mon neveu. J'y ai versé 10% de mes honoraires pour le manoir du gouverneur. Je suis l'oncle sur lequel ils peuvent compter maintenant.
Tante Patricia vient dîner tous les dimanches. Elle apporte des lasagnes. Nous parlons de tout sauf de mes parents. Mais la partie la plus surprenante, le message texte que j'ai reçu la semaine dernière. C'était de mon père, Christian. J'ai vu l'article dans le Globe sur le projet du manoir du gouverneur. Ça a l'air impressionnant. Ta mère et moi nous installons dans le nouveau logement. C'est petit. Nous nous demandions si tu aurais le temps de passer. Il y a quelques fissures au plafond que nous aimerions que tu regardes. Peut-être nous donner un devis. J'ai fixé le téléphone. Même maintenant, après tout, il ne pouvait pas simplement dire « tu me manques » ou « je suis désolé ». Il devait le formuler comme une transaction. Il voulait un devis. Il voulait que le fils de son entrepreneur vienne réparer sa maison. Il n'avait toujours pas compris. Il ne comprendrait jamais. J'ai tapé une réponse. Salut, Richard. Je suis content que vous soyez installé. Mon cabinet est entièrement réservé jusqu'en 2026. Je peux vous recommander un bon bricoleur pour le plafond. Son tarif est de $50 de l'heure. Cordialement, Christian. Je ne l'ai pas envoyé immédiatement. J'ai hésité. Étais-je trop dur? Étais-je mesquin? Puis je me suis souvenu des 10 ans de photos de Noël manquantes. Je me suis souvenu du mensonge de la cure de désintoxication. Je me suis souvenu de lui se moquant de mes mains. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué le numéro. Ce n'était pas par colère. C'était par autopréservation. On ne peut pas reconstruire une maison sur des fondations pourries. Parfois, il faut juste condamner la propriété et construire ailleurs. Je suis descendu de l'échafaudage. Mon chef d'équipe, un homme bourru nommé Mike, s'est approché de moi. « Eh, Christian, dit-il. La livraison de calcaire est arrivée. Tu veux vérifier la qualité? » J'arrive tout de suite, Mike, ai-je dit. Je me suis dirigé vers la palette de pierre. J'ai passé ma main sur la surface rugueuse. C'était frais et solide. C'était réel. J'ai regardé ma montre, la Cartier Tank. Elle tiquait régulièrement. Ma vie est calme maintenant. Je ne vais pas au gala. Je ne conduis pas de Ferrari loué. Je rentre chez moi, dans mon appartement, que j'ai finalement terminé de rénover. Je cuisine. J'écoute du jazz. Je conduis ma Porsche le dimanche. Je construis une vie qui est la mienne. Elle est conçue par moi, construite par moi et payée par moi. Et pour la première fois en 34 ans, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas une déception. Je vois un architecte. Je voulais partager cette histoire, non pas pour me vanter de mon prix ou pour traîner ma famille dans la boue bien qu'ils aient bien réussi à le faire eux-mêmes. Je voulais la partager pour tous ceux qui, là-bas, se sentent comme une pièce de puzzle mal assortie dans leur famille. Peut-être êtes-vous l'artiste dans une famille de médecins. Peut-être êtes-vous le mécanicien dans une famille d'avocats. Peut-être êtes-vous juste le silencieux dans une famille de crieurs. J'ai passé une décennie à attendre la permission d'être moi-même. J'ai attendu que mon père dise « bon travail ». J'ai attendu que ma mère dise « je suis fier de toi ». Je pensais que si je travaillais plus dur, si j'obtenais un plus grand prix, si je gagnais plus d'argent, ils me verraient enfin. Mais la vérité est que certaines personnes sont déterminées à vous mal comprendre. Elles ont besoin que vous soyez petit pour qu'elles se sentent grandes. Elles ont besoin que vous soyez l'échec pour qu'elles se sentent un succès. Vous ne pouvez pas attendre qu'elles vous donnent votre valeur. Vous devez la construire vous-même, brique par brique, jour après jour. Mes mains sont toujours rugueuses. J'ai toujours de la poussière sous les ongles. Et je n'ai jamais été aussi heureux. Construisez quelque chose qui dure. Construisez une vie qui vous rend fier quand vous fermez les yeux la nuit. Et si les gens qui sont censés vous aimer ne peuvent pas apprécier la vue, verrouillez la porte. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Il n'a pas été facile de revivre ces moments, mais la raconter me donne l'impression de clore le dernier chapitre de cette partie de ma vie. J'espère que cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre ou vous a donné la force de défendre votre propre valeur. Avez-vous déjà eu un moment où vous avez dû prouver que tout le monde avait tort? Avez-vous déjà été le paria qui est revenu plus fort? Je veux entendre votre histoire. Veuillez la partager dans les commentaires ci-dessous. Créons ici une communauté où le succès est défini par le caractère, et non par les titres. Et si vous avez aimé cette vidéo,
N'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne. Cela aide plus que vous ne le savez. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine histoire. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à construire.